peu plus de 450 entrepreneurs et entrepreneuses de la EdTech qui vont développer des outils, des services, des produits à la fois pour le monde de la formation professionnelle, pour le lifelong learning et pour aussi tout ce qui va être formation dans l'enseignement supérieur public et privé et la formation initiale. Donc globalement, tout outil numérique qui permet d'améliorer l'expérience d'apprentissage, que ce soit côté formateur ou côté apprenant. Donc pour vous donner quelques chiffres de rappel sur ce beau marché de la EdTech, avant de passer la parole à mes intervenants, c'est un marché qui, pour rappel, pèse un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires en France, 1,3 milliard d'euros précisément, qui crée 10 000 emplois sur le territoire français et qui rassemble un peu plus de 500 structures EdTech, comme on dit. Donc ça, c'est le marché français. Et au niveau mondial, c'est un marché qui pèse en termes de potentiel 500 milliards d'euros à horizon 2025. Ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre a été réévalué post-crise sanitaire. On estimait avant le Covid-19, donc en 2019, que ce marché pesait 325 milliards d'euros. Donc on est passé de 325 à 500. Peut-être aussi par la prise en compte du formidable potentiel du numérique appliqué à la formation et l'éducation, mais aussi de par la transformation très rapide de certains pays du monde qui n'avaient pas forcément encore pris en compte ces enjeux d'hybridation. Donc ça, c'est pour parler du marché, mais donner des chiffres sur tout ça, ça n'a pas grand sens si on ne parle pas des usages et des tendances et surtout de ce pourquoi les innovations naissent. Donc aujourd'hui, j'ai Geoffroy et Hélène avec moi pour parler de ça. Chers amis, je vais vous laisser vous présenter en quelques phrases pour dire à notre public de quel point de vue vous parlez. Bonjour. Si tu colles peut-être le micro, Hélène. Si tu le colles à ton menton. Là, c'est bon. Ok. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Hélène Garbi. Je suis la fondatrice et CEO de Femka, qui est la première plateforme de formation à l'investissement à destination des femmes. Donc, on s'inscrit dans le monde de la EdTech et nous, notre mission, c'est vraiment de démocratiser les sujets d'éducation financière. Et notamment d'investissement, puisqu'on a un gros sujet en France à rendre ces sujets un peu plus accessibles. Voilà. Merci Hélène. Et toi, Geoffroy ? Oui, bonjour à tous, Geoffroy de l'Étrange. Donc, je m'occupe de nouveaux business dans l'entreprise Speaks, qui est un éditeur spécialisé en formation en langue et en coaching business. Ça fait 13 ans maintenant que je travaille dans le monde EdTech, Learning Tech, et une vingtaine d'années dans la tech en général. Merci beaucoup. Première question pour toi, Geoffroy, parce que tu as un parcours qui est intéressant. Tu as occupé des postes globaux et stratégiques dans des entreprises EdTech dans différents pays du monde, donc en France, mais aussi aux États-Unis et en Allemagne. Est-ce que tu peux nous expliquer si tu constates des différences notables dans la stratégie des entreprises utilisatrices, donc des entreprises clients, que ce soit des organismes de formation, des grands comptes, des PME? Qu'est-ce que tu perçois à la fois de l'autre côté de l'Atlantique, mais aussi au sein de l'Allemagne, qui est un pays très intéressant de ce point de vue-là? Alors déjà, évidemment, il y a beaucoup de points communs. S'il n'y avait pas ces points communs, il n'y aurait pas un salon avec plein d'éditeurs internationaux qui vendent peu ou prou des fonctionnalités similaires en mode SaaS. Donc, les entreprises internationales vont avoir des stratégies similaires dans les différents pays et leur enjeu sera plutôt d'essayer de traiter l'ensemble de leurs collaborateurs, quel que soit le pays, de la même façon. Après, il y a quand même des différences culturelles. L'Allemagne, avant la crise du Covid, était clairement en retard sur les sujets de RH digital, mais ils ont largement rattrapé ce retard avec le Covid. Ça les a obligés à se remettre en question et à accélérer leurs investissements. Donc aujourd'hui, on voit des entreprises qui sont au même niveau que les autres sur ce sujet spécifique du digital RH. En France, il y a une situation un peu schizophrène pour les entreprises utilisatrices parce que d'un côté, il y a un historique très fort depuis les années 70 de réglementation liée à la formation et on a des gouvernements, quel que soit le bord politique d'ailleurs, qui ont envie de faire leur réforme de la formation. Donc il y en a régulièrement, tous les 2-3 ans, il y a une nouvelle réforme de la formation. On a à peine fini de se remettre de la précédente qu'il y en a des nouvelles qui arrivent. Donc ça, c'est un peu difficile pour les entreprises qui aimeraient bien se concentrer un peu plus. D'un autre côté, le fait qu'il y ait cette, on
on va dire, ancrage culturel de la formation en France fait que le monde EdTech français est très dynamique. On regarde les startups qui se créent, les entreprises qui sont dans des organismes comme EdTech France, la French Tech, le LabRH et j'en passe. Il y a énormément de création d'entreprises très intéressantes avec des idées innovantes, etc. Et on voit que ça fait un peu tache d'huile en Europe. L'Allemagne, justement, là-dessus est intéressante parce qu'on voit des entreprises qui se créent dans ce domaine-là, mais qui sont peut-être un peu plus récentes. Donc voilà, en France, une situation un peu schizophrène avec une lourdeur administrative très créative et très imaginative, mais d'un autre côté, un monde culturel français qui est assez propice aux innovations dans ce domaine-là. Et je rebondis sur le dynamisme dont tu parles, Geoffroy. On a les chiffres en 2020 et 2021 en France. Il y a 90 startups qui se sont créées dans l'univers de la EdTech, donc pendant la crise sanitaire. Je rebondis sur ma précédente question. Est-ce que tu trouves que le confinement, le Covid-19 en France, a fait évoluer les mentalités côté acheteurs, grands comptes ou organismes de formation? Et si oui, est-ce que c'est au même rythme que le marché américain, que tu connais aussi bien? Je pense que oui, justement parce qu'il y a cette appétence du marché français sur les sujets liés à la formation digitale. Bon, clairement, la crise Covid a accéléré un certain nombre de choses. Ça, c'est un peu enfoncer une porte ouverte que de le dire. Je pense que le risque serait de revenir trop en arrière et d'oublier des tendances que je trouve intéressantes. C'est ce qu'a montré aussi le Covid, c'est qu'il fallait remettre l'humain dans le digital, si vous voulez. Il y a eu un petit peu ce rappel à l'ordre du fait que quand on était séparés physiquement, on avait quand même besoin de cet aspect humain. Et je pense que à trop vouloir aller dans l'automatisation de process digitaux, comme ça a pu être le cas justement aux États-Unis, on oublie cette part humaine. Et pour moi, c'est une des grandes tendances du monde EdTech et HR Tech en général d'ailleurs, c'est comment on peut combiner l'humain à la technologie. Donc bénéficier des atouts de la technologie sans oublier la part humaine qui nécessite plus de créativité, plus d'imagination, plus de diversité, ce qui fait le lien avec ce dont tu parlais juste il y a une demi-heure. Ça fait. Hélène, je me tourne maintenant vers toi. Donc, au sein de l'écosystème EdTech, on recense 33% de femmes fondatrices. C'est un écosystème qui était très dynamique en 2021, qui a levé un peu plus de 500 millions d'euros. Il y a un ralentissement général des levées de fonds. Donc, l'année 2022, l'écosystème a levé un peu plus de 100 millions. Est-ce que tu peux revenir sur les enjeux aujourd'hui pour les investisseurs en ce qui concerne le Gender Investing Gap, c'est-à-dire l'accès au financement inégal entre une femme entrepreneur et un homme entrepreneur? Revenir un peu là-dessus pour nous et surtout peut-être nous dire si oui ou non tu trouves qu'il y a une spécificité au marché de la EdTech, étant donné qu'en général ce sont plus des fonds à impact qui vont travailler avec les entrepreneurs qui cherchent à lever des fonds. Donc est-ce que tu retrouves ces mêmes inégalités au sein des fonds d'investissement à impact? Oui, alors merci pour cette question. Je pense que c'est un peu les mêmes sujets que ce que je partageais pour ceux ou celles qui étaient présents à ma keynote juste avant. Il y a un enjeu important d'éducation auprès des investisseurs pour faire en sorte que les fondatrices aient les mêmes chances et les mêmes opportunités de financement. Et donc ça, je partageais déjà un peu sur les acteurs qui œuvrent. Et je pense que là, c'est un discours qui concerne plus la tech au sens large, la EdTech en fait partie bien sûr, mais je pense qu'il y a un vrai sujet à ce que les fonds notamment se remettent en question leurs pratiques, se diversifient à l'intérieur eux-mêmes de leurs équipes, notamment au niveau partners, puisque c'est là où souvent le sujet pêche. Donc ça, je pense que c'est un sujet. Et sur les fonds à impact aujourd'hui, là moi j'ai pas forcément une donnée à partager qui dirait que on est sur une approche qui est un peu différente. On peut supposer, oui, que ce sujet de gender soit encore plus présent puisqu'il y a on va dire des affinités de problématiques. Néanmoins aujourd'hui,
il n'y a pas de certitude sur le fait que des fonds, on va dire des fonds à impact, soient plus gender, on va dire, plus women-friendly en quelque sorte. Et est-ce que, comparé au reste des pays d'Europe ou des États-Unis, le constat est le même dans la difficulté des femmes à lever dans les entreprises de la tech de l'autre côté de l'Atlantique? Est-ce que tu as des retours d'expérience à nous faire là-dessus? Honnêtement, non. Je n'ai pas de chiffres particuliers. Je pense qu'on peut facilement les trouver. Je pense qu'il y a un vrai sujet mondial, effectivement, sur les problématiques. Alors, j'emploie le terme très large de diversité et qui va bien au-delà de l'affichage. C'est un vrai enjeu de créativité et de transformation dans les entreprises. Il s'agit finalement de s'assurer que l'entreprise soit à l'image de la société. Si elle ne l'est pas, elle passera à côté d'idées, elle passera à côté de créativité, elle passera à côté d'innovation et les clients ne se retrouveront plus dans ce que fait l'entreprise. Donc pour moi, ça, c'est le vrai enjeu. Et la question, c'est toujours un petit peu délicat pour les entreprises de savoir comment adresser le sujet. Parce que alors là, pour le coup, il y a des vraies différences culturelles. Et en tant qu'Européen, la perception que je peux avoir de ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'ils ont l'impression que ce qui fonctionne bien pour eux fonctionne dans le monde entier, ce qui est évidemment idiot. Ne serait-ce que parce que l'histoire est très différente d'un pays à l'autre. Je pense que pour les entreprises, il faut voir comment accompagner leurs collaborateurs. Et il y a deux niveaux en fait à ce sujet. Le premier, c'est si je veux permettre à un groupe particulier de progresser. On peut parler des femmes effectivement en entreprise. Si je vois qu'il y a un plafond de verre, si mes statistiques montrent que il y a objectivement un souci, je dois pouvoir accompagner ce groupe-là, mais je dois aussi pouvoir finalement transformer la culture d'entreprise au niveau de l'ensemble des équipes et notamment des équipes dirigeantes. Donc il y a un double accompagnement à faire si vous voulez. Et c'était ce sujet de remettre un petit peu l'humain dans la technologie dont je parlais tout à l'heure. Ce qui explique d'ailleurs, là je parle avec ma casquette Speaks, mais ça explique l'explosion de solutions de coaching digital, justement pour permettre ce type d'accompagnement, mais ça vaut aussi pour d'autres innovations dans la tech. Hélène, je reviendrai vers toi après pour parler de comment tu formes justement avec ta plateforme Les Investisseurs. Geoffroy, est-ce que tu peux revenir sur, selon toi, quels sont les principaux défis aujourd'hui en 2023, défis question au sens large, que ce soit pour les éditeurs de solutions numériques que nous sommes ou côté entreprises utilisatrices. Donc tu as parlé de tous les enjeux de coaching et de management, mais ça peut être aussi des défis techniques, de déploiement, d'internationalisation. Donc c'est quoi selon toi les grands défis côté utilisateur et côté éditeur sur l'année qui arrive? Alors, le premier, je l'ai déjà dit, c'est cet aspect humain. Le deuxième, c'est comment j'observe l'efficacité de mon investissement. Et je fais exprès de ne pas employer l'expression retour sur investissement parce que chaque entreprise aura sa propre façon de voir les choses. Donc en fait, l'essentiel, c'est qu'en début de projet, quel que soit le projet, l'entreprise cliente et les éditeurs se mettent d'accord sur ce que signifie le succès pour le client sur ce projet en particulier. Donc c'est plus un retour sur les attentes plus qu'un retour sur investissement en fait. Et de se mettre d'accord sur comment on va observer le succès du projet. Et ça peut inclure des métriques, effectivement, de retour sur investissement. Ça peut inclure des éléments qui seront observables sur du plus long terme. Ça peut inclure des choses qui seront absolument tout à fait mesurables. Par exemple, chez Speaks, on a aussi des cours de langue. Ma cours de langue, voilà, je veux que les personnes passent d'un niveau B2 à C1 en anglais. C'est observable, c'est mesurable. On se met d'accord là-dessus. En revanche, je peux avoir d'autres projets où cette mesure d'impact sera beaucoup plus difficile. Donc, il faut que l'entreprise elle-même se pose la question de quel est le problème que je cherche à résoudre et comment j'observerai concrètement que ce problème est en effet résolu. Je pense que c'est vraiment ça la clé, ce qui oblige les éditeurs à un travail de transparence.
Donc ne pas survendre la solution, hein, on est tous un peu coupables de ça, soyons clairs. Ne pas vendre la roadmap, qui est un autre péché fréquent d'entreprise, et souvent les startups, mais pas que. Donc un effort de transparence vis-à-vis du client, mais aussi un vrai effort de dialogue, d'où l'importance, et je rends hommage à ma collègue qui est au fond, Andrea, aux équipes de Client Success Manager chez les éditeurs, qui sont des équipes dont le rôle est justement de s'assurer que le client soit satisfait de la solution qui a été mise en place. Donc déjà, vous pouvez facilement voir si votre éditeur a une telle équipe en place. C'est déjà un très bon indice. Merci Geoffrey. Une dernière question pour toi sur les tendances technologiques pures. Donc on va beaucoup parler cet après-midi d'intelligence artificielle. On a de nombreux exposants qui travaillent sur les thématiques de l'immersive learning, donc que ce soit côté métaverse, réalité augmentée ou réalité virtuelle. Est-ce que, de ton point de vue d'entrepreneur EdTech au sein de l'écosystème, tu perçois d'autres tendances que ces deux-là? Si oui, est-ce que tu peux nous les partager ou alors revenir sur ce que, selon toi, peut ou ne peut pas apporter l'IA et l'immersif? Plus pour toi, et après je parlerai de ce que Hélène fait concrètement avec sa plateforme, plutôt sur les tendances technologiques, parce que tu parlais des enjeux sectoriels, là on rentre dans les tendances technologiques. Alors tendances technologiques, bon, je pense que là encore, je vais un peu enfoncer des portes ouvertes, mais sur le sujet de l'IA, pour l'instant, ce qu'on observe, c'est des applications très spécifiques, mais qui ont fait leurs preuves. Donc dans le monde de l'EdTech, ça fait des années maintenant, juste pour prendre cet exemple, que les éditeurs proposent, donc les éditeurs qui ont des solutions de type LMS vont proposer de l'intelligence artificielle pour suggérer des contenus à destination des utilisateurs en fonction de leur profil. La question, c'est de savoir quelles données on a pour définir ce profil. Ça, c'est un vrai sujet parce qu'on a besoin idéalement de données qui sont dans les outils RH. Et il faut aussi, là encore, un effort de transparence vis-à-vis des collaborateurs pour expliquer quelles sont ces données qui vont être partagées, qui vont être utilisées par l'algorithme. Ce qui d'ailleurs est une obligation en droit européen, soit dit en passant, donc il y a un sujet d'éthique là-dessus. Après, on voit là en ce moment, évidemment, pareil, autre tarte à la crème, des sujets comme ChatGPT et ce que ça va signifier à l'avenir. Là encore, je pense que c'est un souci de transparence. De toute façon, c'est une vraie obligation. Les entreprises doivent s'emparer de ces sujets parce que sinon elles vont être dépassées par leurs concurrents, mais elles doivent le faire en lien avec leurs clients et en transparence avec leurs clients. Ça me paraît essentiel parce que sinon les clients ne vont pas comprendre l'intérêt de ces solutions. Donc si on est capable de dire, ben voilà, ça permet d'aller plus vite, ça permet d'accélérer, ça permet de gagner du temps et in fine d'accélérer l'innovation pour le client, dans ce cas-là, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas se couper, et je reviens encore une fois, et j'insiste là-dessus, de cet aspect humain. On est dans le monde RH, il y a le H qu'il ne faut surtout pas oublier. Hier, j'étais sur une autre table ronde où on se demandait est-ce que le capital humain doit être à l'actif ou au passif du bilan? Parce que quand il y a des licenciements, le cours de l'action augmente, c'est quand même dommage. Je pense que ça, c'est un sujet qui va au-delà de problématiques spécifiques à la technologie, mais dont la technologie doit tenir compte. Et en particulier dans le monde EdTech, puisque finalement la principale compétence qu'on devrait développer chez nos collaborateurs, c'est la capacité d'apprendre à apprendre, la capacité de se remettre en cause et d'apprendre des nouvelles compétences pour rester employable sur le long terme. Et ça, je pense que c'est quelque chose à développer au sein des entreprises et de l'entreprise vers le collaborateur, mais aussi le collaborateur vis-à-vis de lui-même. Merci Geoffroy. En parlant d'humain et de donner les capacités des personnes à rester employables tout au long de leur vie, c'est le cœur de ton projet, Hélène, hein, parce qu'avec Femka, tu cherches d'un côté à former à l'éducation financière, donc les femmes en B2C, et de l'autre à former les investisseurs, hommes et femmes, à la prise en compte des spécificités d'aller lever des fonds en tant que femme pour essayer de réduire donc les inégalités de ce côté-là. Tu as fondé donc ce projet qui est dédié à la formation et qui utilise le numérique pour aller former le plus grand nombre. Donc tu es donc au cœur de ce que Geoffroy vient de nous présenter. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur les enjeux que tu as surmontés quand tu as monté le projet et surtout
les briques pédagogiques mises en place, comment est-ce que tu fais pour aller former concrètement ces gens avec ton point de vue là d'entrepreneuse qui applique ces principes de remettre l'humain au centre et d'aller vraiment mettre le numérique au service du fonds que tu souhaites délivrer. Alors sur les enjeux, je pense qu'il y avait un premier enjeu qui est que finalement cette question-là des inégalités, l'éducation financière et en particulier des femmes, il y avait très peu de données dessus. Enfin, il y avait très peu d'infos. On ne savait pas. Moi, quand j'ai commencé il y a plus de 2 ans, on ne savait pas réellement quelles étaient les inégalités d'accès, d'où ça venait. Donc il a fallu d'abord structurer avec de la donnée, je dirais, pour d'abord mieux comprendre le problème auquel on s'attaquait. Donc ça c'est un premier point, et après il y a un gros enjeu qui est un enjeu de sensibilisation, puisque aujourd'hui moi ce que j'observe c'est que beaucoup de personnes ne sont pas au courant, finalement ne se rendent pas compte de l'impact que ça a en termes de sujets de société. Je dirais le sujet de l'éducation financière au sens large et en particulier des inégalités d'accès à l'investissement. Donc il y a un travail assez colossal de sensibilisation, parce que là-dessus, tu parlais des différences avec les États-Unis. Là, typiquement sur l'éducation financière, on a un écart qui est assez conséquent, qui culturellement, qui fait qu'en France, on a une approche qui a été très peu, l'éducation financière très peu prise à l'échelle individuelle, on va dire, puisque on a quand même on a un état-providence fort, donc il y a beaucoup de sujets qu'on ne pense pas à l'échelle individuelle. Donc voilà, enjeu de sensibilisation, et après au niveau du monde des investisseurs et des investisseuses, je pense que c'est ce que je partageais tout à l'heure, l'enjeu aussi c'est de le diversifier, et nous, notre mission, pour revenir un petit peu là-dessus, c'est de former un peu la future génération d'investisseuses qui vont aussi venir apporter des financements. Et je pense, par exemple, quand on parle des tech, même du financement de la tech en général, en fait, on a un focus qui est très... on voit des belles levées de fonds, etc. Mais on oublie que c'est souvent... la plus grosse part du gâteau part au même, et qu'en fait, derrière, par exemple, sur la tech, la plupart des entreprises qui font moins de 500 000 euros de CA ont des vraies difficultés à trouver des fonds. Et ça se pose avec encore plus d'acuité, comme tu le disais très bien, pour les femmes fondatrices. Donc je pense qu'il y a aussi un sujet à avoir des investisseurs. Donc il y a le monde VC, dont je parlais tout à l'heure, mais des investisseurs individuels et des investisseuses individuelles qui viennent aussi exprimer, finalement, apporter leur contribution, et notamment le domaine de l'éducation intéresse beaucoup, parce qu'il y a cette dimension d'impact, il y a une capacité vraiment à avoir de l'impact en allant investir, en allant s'engager sur ce type de secteur. Donc je pense que il y a un vrai sujet à avoir plus d'investisseurs, investisseuses individuelles qui puissent aussi là, j'ai élargi un peu le débat, mais je pense que c'est intéressant, au-delà des fonds VC, d'avoir des business angels, etc. Et ça, je pense que c'est un gros sujet. Tout à fait, et je conclue là-dessus. L'année 2022, on a vu le montant des levées de l'écosystème pratiquement divisé par 5, mais par contre, c'est l'année record en France pour le nombre de deals réalisés par des business angels. Donc, parce que les fonds ne financent pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sources de financement ailleurs. Merci beaucoup Geoffroy et Hélène. Il est 54, on a donc 5 minutes pour prendre quelques questions de la salle, que ce soit sur le marché, les tendances, l'investissement, le rapport à l'international, les spécificités du marché français. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, plus sérieusement? Sinon j'en ai une en stock. Pas de questions? Vous êtes sûr? Ok. Ah si, monsieur. Merci, vous m'entendez? À propos des ROI, vous avez parlé tout à l'heure. Un peu plus fort. À propos des ROI dont vous avez parlé tout à l'heure, l'intérêt d'intégrer l'humain, l'harmonisation entre ce que le client et l'éditeur peuvent et veulent faire. Aucune standardisation, il n'y a aucun métrique qui pourrait... Est-ce que vous en connaissez? D'autres marchés, d'autres pays? Oui, j'étais un peu radical là-dessus. Oui, bien sûr, il y a des métriques suivant les sujets. Par exemple, bon là, c'est pas dans le domaine EdTech, mais je prends le domaine du recrutement, par exemple, il y a des métriques vraiment standards que tout le monde va utiliser. Mais dans la formation aussi, si je fais des plans de succession dans mon entreprise, je dois évidemment inclure la partie formation, et il y aura la notion de vitesse de montée en compétences dont on va pouvoir tenir compte, surtout si je peux planifier à l'avance. Toujours dans le monde de la formation, sur les formations plutôt techniques,
Il y aura aussi tout simplement l'observation. Est-ce que la personne sait faire ce qu'elle est censée avoir apprise? Même dans les formations comportementales, cette notion d'observation est importante parce qu'on va voir s'il y a effectivement un changement d'attitude. Et là, il y a énormément de recherches scientifiques là-dessus. Je reprends l'exemple du coaching. Il n'y a pas de ROI défini dans le coaching. En revanche, il y a énormément d'études qui montrent l'impact que ça peut avoir sur les individus en termes de rétention, en termes d'engagement, en termes de motivation, et avec même une notion d'effet de halo qui fait que si je coach une personne, ça va bénéficier aussi aux personnes qui travaillent avec elle. Donc il y a énormément de littérature sur le sujet, mais il n'en demeure pas moins que deux entreprises différentes vont quand même avoir une perception différente de ce qui fait le succès. Donc même si on peut se mettre d'accord sur des métriques absolues, il y aura quand même une perception relative dont l'éditeur doit tenir compte, parce que l'enjeu en mode SaaS, c'est quand même le renouvellement du contrat. On sait très bien qu'un client n'est pas rentable tant qu'il n'a pas renouvelé au moins une fois pour l'éditeur. Donc, j'ai plein de trucs sur les business models du SaaS si ça vous intéresse. Donc ça, c'est le vrai enjeu. Donc le client doit être content, et ça, c'est un vrai enjeu de perception, d'où cette discussion et cet alignement sur le retour sur les attentes. Merci Geoffroy. Est-ce qu'on a une ultime question? C'est tout bon? Bon, merci beaucoup à tous les deux, on peut les applaudir.